Le coup de projecteur de l'éclaireur, Pascal Clairot avec vous. Je reçois à nouveau Renaud Beauchard pour parler de ce qui se passe aux États-Unis. Si on en croit la presse européenne et française, ça va, c'est bon, c'est fait. Après le débat, Kamala Harris est élue présidente des États-Unis. Nous allons voir avec Renaud Beauchard, avocat établi à Washington depuis plus de 20 ans, que c'est pas forcément aussi simple qu'on nous le dit et que les États-Unis se dirigent vers une période troublée, voire tendue. Renaud Beauchard, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Pascal, ça va très bien et vous ? Oh bah complètement. On se retrouve pour parler encore de ce qui se passe aux États-Unis, où les choses sont pour le moins chaotiques, on peut dire, et foisonnantes. Si on commençait d'abord par le débat qui a donc opposé Kamala Harris à Donald Trump, débat qui semble maintenant qu'on a pris quelques jours et qu'on la poussière est un petit peu retombée, qui semble tout simplement avoir été truqué, quoi. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire, on n'avait jamais vu ça. Là, on savait très bien à quoi s'attendre un petit peu de la part d'ABC, quand même une chaîne du groupe Disney qui est une annexe de ce que j'appellerais l'establishment de censure industrielle lié au Parti démocrate, mais là ça a dépassé l'entendement, à tel point d'ailleurs qu'on commence à avoir un certain nombre de choses qui ressurgissent avec des whistleblowers whistleblower, c'est lanceur d'alerte. On est d'accord. Des lanceurs d'alerte qui soutiennent que, ce qui me paraît tout à fait une évidence, que Kamala Harris avait les questions, mais surtout, en fait, on voit que les accords en fait entre les partis républicains, démocrates et ABC contenaient une clause selon laquelle il était interdit aux modérateurs de faire du fact-checking en direct. Bon, on a vu non seulement une utilisation du fact-checking en direct, mais complètement à sens unique. Et en plus, c'était du fact-checking. De toute façon, fact-checking, c'est une arme de propagande. C'était du fact-checking de très, 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 très mauvaise qualité, puisque sur quasiment quasiment à tous les moments où les modérateurs, et notamment David Mir, ont fait du fact-checking, c'était factuellement faux sur l'avortement et sur enfin c'est quand même c'est assez incroyable ce qui s'est passé. Et puis on a vu qu'en revanche Kamala Harris a quand même soutenu des choses complètement fausses, notamment le fait qu'il n'y ait pas de troupes américaines sur les zones de combat. Ah oui, ça c'est extraordinaire, ça c'est. Et ça, alors là, pas de fact-checking. Il y a 2 semaines, 7 US Rangers ont été grièvement blessés en Irak, lors d'une opération contre un groupe djihadiste. Mais bon. Oui. L'autre point de fact-checking, ça me plaît maintenant, qui était quand même assez intéressant, c'est ce qui est à propos de ce qui se passe à Springfield dans l'Ohio, où là il y a alors peut-être pas sur les chats, mais en tout cas il y a beaucoup de choses qui corroborent que il y a bien effectivement des oies et des canards qui disparaissent. Bon, alors on reviendra peut-être un petit peu sur quand même l'effet de Springfield dans l'Ohio, et là-dessus je pense que Trump a pas été très très bon sur l'explication de ce Springfield dans l'Ohio, où il faut quand même comprendre que en l'espace de quelques mois vous avez une population de 20 000 migrants haïtiens qui sont placés dans une ville à peu près de la taille de Blois. Donc, vous imaginez un petit peu l'effet que ça peut avoir sur une communauté comme Springfield, qui est pas un endroit en même temps. Il vaut mieux vivre à Blois qu'à Springfield. Ça, quand même, c'est déjà un endroit assez sinistré. Quel est l'impact qu'a eu en fait ce débat réellement sur les sondages ? On n'a pas eu, rien n'a bougé, rien n'a changé apparemment. Si tant est qu'on puisse faire confiance aux sondages, parce qu'en fait, je pense que ce qui est en train de se passer, et il y a un certain nombre de signaux qui sont indicateurs. D'abord, bon, si on prend les sondages tels qu'ils sont maintenant,
lorsque le Real Clear Politics pour ça donne un aperçu qui est assez intéressant, parce que si on regarde un petit peu plus bas dans les sondages de Real Clear Politics, vous avez toujours en fait une comparaison avec l'état des sondages à la même date en 2020 et en 2016. On voit quand même que la situation, l'écart entre les deux candidats dans les sondages maintenant est très différent de ce qu'il était en 2020 et en 2016, et plaçant Kamala Harris dans une posture beaucoup plus dangereuse. Rien que par exemple, si vous prenez les sondages, si on compare particulièrement les sondages de maintenant et ceux de 2016, on voit que Hillary Clinton, par exemple, rien que dans l'Ohio, avait une avance de 4 ou 5 points à cet instant précis dans les sondages en 2016. Or maintenant, vous voyez que Trump a une avance de 9 points dans les sondages. Et on voit que dans Pennsylvanie, Clinton avait une avance de à peu près 10 points. On sait très bien ce qui s'est passé en 2016. La Kamala Harris aura une avance de 0 dans Pennsylvanie, et c'est pareil dans le Michigan et dans le Wisconsin, ou dans la Caroline du Nord. Alors là, le grand truc des démocrates récemment, c'est de nous dire que Kamala Harris va remporter la Caroline du Nord, que d'un exploit que seul Obama était parvenu à réaliser. Donc si on prend la situation des sondages, tout en sachant que les sondages ont toujours tendance à sous-estimer la performance de Trump, qu'il s'agisse de 2016 ou qu'il s'agisse de 2020, statistiquement, ça donne une victoire assez large à Trump. Mais je pense que les sondages sont sans doute moins fiables aujourd'hui qu'en 2016. Et il y a plusieurs signaux qui me permettent de dire ça. D'une part, quand même, l'étrange déclaration de Zuckerberg. Zuckerberg, il a je pense des chiffres assez fidèles à la réalité sous les yeux. Lorsque un type comme Zuckerberg 2 mois 60 jours avant l'élection commence à dire oui, on a censuré des choses en 2020 qu'on n'aurait pas dû censurer, on veut être une plateforme neutre, etc. Je pense qu'il y a une panique, un vent de panique chez des gens comme Zuckerberg vis-à-vis de la possibilité d'une victoire de Trump. Sur toutes les données, il les a. Hein. Il a des données qui sont sans doute bien. Enfin, en tout cas, Facebook a des données bien meilleures que n'importe quel sondeur. Hein, on est bien d'accord, puisqu'ils ont ça, en continu et sur la durée. Mais Zuckerberg, non, il y avait effectivement, il y a une grosse angoisse. Aussi marrant hein, quand on regarde. On reparlera après de Taylor Swift, mais quand on regarde tout Hollywood, alors à part les usual suspects, Rob Reiner, George Clooney, Louis Dreyfus, etc. Joël Louis Dreyfus, on voit personne. On voit pas les Beyoncé, les Jay-Z, on voit personne, à part Taylor Swift, bien sûr. Donc ces gens-là ont peut-être compris que, peut-être pas trop y aller, parce que finalement, la politique, c'est pas très bon pour la carrière, non? Oui, alors même on voit en même temps d'autres phénomènes qui sont justement, si on prend rien que les célébrités, on voit d'autres phénomènes qui sont assez intéressants dans le sens inverse. Par exemple, il y a une rumeur qui court selon laquelle Serena Williams serait un soutien de Donald Trump. En fait, elle a jamais apporté son soutien officiel à Donald Trump, mais elle est apparemment voisine de Trump à Mar-a-Lago, et apparemment ils auraient des bonnes relations de voisinage. Alors simplement, quand on a demandé, on a interviewé Serena Williams en lui disant oui, c'est quand même bizarre, ces bonnes relations de voisinage que vous avez avec Trump. Elle tout de suite elle botte en touche, elle refuse de répondre aux questions des journalistes, elle met un terme aux interviews. Donc on voit des choses assez intéressantes qui sont
en train de se passer et effectivement, on voit le Parti démocrate. Ça rappelle un petit peu quand même Julia Louis-Dreyfus, Rob Reiner et Clooney. Ça rappelle un peu, vous vous rappelez lorsque Chirac, vous aviez des célébrités derrière les personnes politiques. Et Chirac, il avait que Lynn Renault. C'est un petit peu l'équivalent. Lynn Renault et Johnny Hallyday, ouais. Johnny Hallyday, voilà. C'est bon. C'est de toute façon l'effet des célébrités sur une élection politique, sur la vie politique, il est à peu près nul. Quoi qu'on puisse en dire des quelques illuminés sur Twitter qui disent qui soutiennent par exemple que le soutien apporté en 2008 à Obama par Oprah Winfrey aurait fait gagner 1 million de voix à Barack Obama. C'est complètement lamentable. Mais en fait, même ces débats là, parce que je suis retombé sur un article qui date de 2020, juste avant le débat Trump-Biden, de The Scientific American, qui démontre, étude à l'appui, très sérieuse, notamment une grosse étude de Harvard et de Berkeley, sur plus de 94 000 personnes dans 5 pays différents, etc., qui démontre que les débats électoraux n'ont strictement aucun impact sur l'issue du scrutin. Donc il n'y a pas eu d'impact sur les sondages. En fait, quand pas d'impact mesurable sur les sondages. Encore une fois, tout est si tenté qu'on puisse faire confiance aux sondages, si tenté qu'ils soient pas complètement manipulés. En fait, la stratégie quand même du Parti démocrate et ça c'est assez c'est de maintenir l'illusion qu'on serait dans une élection très serrée. Ils peuvent pas quand même, si vous voulez, aller jusqu'à dire Kamala Harris a une avance de 10 points par rapport à Trump. Ça compte tenu du faible enthousiasme vis-à-vis de la campagne de Kamala Harris qu'on peut observer dans la vie réelle. Moi, je vis dans. Il y a plus ces petites pancartes là planquées sur les pelouses là, les panneaux, non, mais il y en a. On commence à en voir apparaître quelques-uns, mais moi je vis quand même dans l'endroit avec la plus forte concentration d'électeurs démocrates et mes voisins, j'étais quasiment une des seules maisons qui n'avait pas de panneau en faveur de Biden en 2020 et même en faveur d'Hillary Clinton en 2016 et or là il y a je sais pas, on voit peut-être un panneau par rue alors que c'était omniprésent. Donc il n'y a pas d'enthousiasme vis-à-vis de cette campagne de Kamala Harris. Alors ce qu'essaie de faire le Parti démocrate, c'est dire Kamala Harris, c'est la nouvelle incarnation d'Obama. Et en disant on est en train d'assister à un effet comme le mouvement en faveur d'Obama en 2008 à ceci près que je pense que la plupart des commentateurs intelligents disent que on est en train d'assister à vraiment l'essor de la machine, c'est-à-dire que maintenant on peut essayer de faire passer un produit très très médiocre comme Kamala Harris, qui n'était pas le cas d'Obama, si vous voulez. À l'époque, Obama, quand même, sur le plan charismatique, etc., avait un talent indéniable. Là, c'est vraiment, c'est un petit peu comme si, en fait, on essayait de faire passer Aurore Berger pour quelqu'un d'aussi exceptionnel sur le plan charismatique que Macron. Je suis tout à fait critique de Macron, y compris d'ailleurs sur son charisme, mais entre Macron et Aurore Berger, il est objectif que on peut pas réaliser le même exploit avec un produit comme Aurore Berger. C'est un petit peu la même chose aux États-Unis. On est en train de nous dire que Kamala Harris serait capable de réaliser rien que sur une atmosphère. Vous savez, on parle beaucoup de vibes. Et alors donc c'est une candidate qui est médiocre, qui était jugée unanimement comme une
vice-présidente médiocre, qui a été tellement médiocre dans la primaire de 2020 qu'elle a dû abandonner sa candidature en novembre ou en octobre 2023, après s'être fait quand même prendre en flagrant délit, vraiment s'être fait infliger un camouflet par Tulsi Gabbard, et donc alors candidate médiocre, vice-présidente unanimement jugée médiocre, et puis absolument sans aucun programme, et qui fait en plus une campagne très robotique où il n'y a aucun moment spontané. Alors, vous êtes méchant, il a dit qu'il avait un plan. Bah oui. Il a un plan. D'ailleurs, on n'a toujours pas découvert quel était le plan. Donc, là-dessus, je dois dire que ça a été un petit peu la faiblesse de Trump, c'est de ne pas lui avoir demandé pendant le débat, mais parce que notamment lorsqu'elle a répondu, vous n'êtes pas en compétition avec Joe Biden, mais avec moi, lui dire moi j'aimerais bien savoir qui êtes-vous. Est-ce que vous êtes la Kamala Harris de 2020, ou est-ce que vous êtes la Kamala Harris qui mène sa campagne en disant sur le bilan de l'administration Biden, mais alors donc là nous n'avons eu aucune réponse à cette question qui quand même taraude les Américains sur qui est Kamala Harris, et on est en train de nous dire que ce serait encore une fois la réincarnation de l'effet Obama. Donc tout ça passe pas. Ça passe d'autant moins que, et d'ailleurs le discours d'Obama lors de la convention du Parti démocrate, c'était assez intéressant, parce qu'on avait vraiment l'impression d'essayer de faire revivre quelque chose qui s'est éteint. Cette espèce de mièvrerie, cette industrie cette sucrerie industrielle dans le discours, ce discours extrêmement sucré, avec mais sans aucune sans aucune orientation, sans aucune plateforme politique assez précise. Ça passait, si vous voulez, ça faisait vraiment vieux monde. Les démocrates ont visiblement pas évolué depuis 2008, hein. Ils ont pas compris, hein. Alors Obama avait réussi donc à battre Hillary Clinton lors des primaires démocrates en usant de Facebook. Mm-hmm. Donald Trump, lui, s'était payé les rhinos, hein, donc les républicains qui n'ont de nom que républicains, l'establishment du parti républicain avec Twitter. Aujourd'hui, clairement, cette campagne ne se joue pas dans les médias puisque plus personne ne les regarde. Donc où est-ce qu'elle se joue, cette campagne, en fait? La campagne, elle se joue, et c'est là-dessus que en même temps, alors c'est là que non seulement il y a Trump, mais il y a aussi le ralliement, et là-dessus, je pense que la grande révolution, en fait, en termes de médias cette année, ça a été la campagne de Robert F. Kennedy Jr. Robert F. Kennedy Jr. qui faisait une campagne tout à fait révolutionnaire en matière d'utilisation des nouveaux médias indépendants. C'est une campagne de podcast en podcast. Or, on voit très très bien que depuis le ralliement de Robert F. Kennedy Jr., il fait campagne. En même temps, c'est ça qui est intéressant. C'est pas lui, Tulsi Gabbard, ils mouillent tous la chemise, hein, ils y vont. Hein. C'est ça, c'est que c'est pas simplement un soutien affiché. Et c'est pas non plus un surrogat comme les démocrates en ont, hein. Ce sont pas des consignes de vote, hein. C'est ça, oui. C'est-à-dire que ces gens-là vraiment vont de podcast en podcast, des podcasts qui ont des millions d'auditeurs. Enfin, prenez un podcast comme le Joe Rogan Experience. Bon, puis Bret Weinstein. Chose encore complètement inconcevable, le fameux professeur de l'université qui était un peu le grand zéro de la révolution woke. Bret Weinstein, lui aussi fait campagne maintenant activement en faveur de Donald Trump depuis le ralliement de Robert F. Kennedy Jr. Tulsi Gabbard fait campagne activement en faveur de Donald Trump, mais ça avait même d'ailleurs c'était un petit peu déjà le cas avant même son ralliement officiel, en fait, à la campagne de Trump. Elle frappe
fort quand même. Tulsi Gabbard, elle est bonne. Elle est très très bonne. C'est Tulsi Gabbard, si vous voulez, c'est vraiment la voix dominante de cette Amérique en rébellion contre la guerre éternelle. Pour reprendre le titre du roman de Joe Haldeman. Et donc ça a énormément d'effets. Mais vous avez aussi, ce qu'il y a, c'est que dans la mouvance en même temps de Robert F. Kennedy Jr., il y a sa colistière qui s'est révélée comme étant une personne extrêmement apte en fait à mener une campagne politique. Elle aussi. Enfin, de podcast en podcast. Elle a elle-même un podcast. Elle a reçu une interview qui a été très très diffusée de Thomas Massie par Nicole Shanahan. Donc tout ça crée quand même une espèce d'effet qui fait que quand on compare un certain nombre de signaux comme ceux que j'expliquais un petit peu plus tôt sur la comparaison des sondages de 2016 et de 2024 sur le manque d'enthousiasme objectif qu'on peut observer même dans des endroits comme Washington DC pour Kamala Harris, ça n'est pas matériellement possible que nous assistions à une victoire du Parti démocrate en novembre. Et quid du ralliement de Dick Cheney aussi, parce que notre ami de Lord of Darkness, qui se rallie quand même aux démocrates, c'est à pleurer de rire, quoi. C'est là on est, non mais c'est dystopique là, c'est même plus. Le ralliement de Dick Cheney et en plus vient se double. Alors il est quand même le point névralgique de tout ça, mais il se double en même temps déjà d'un phénomène qui avait été observé en 2020 avec la campagne de Biden, avec quasiment avec une lettre ouverte en fait de tout le blob en faveur de Kamala Harris comme il l'avait fait en 2020. Mais alors le ralliement de Dick Cheney, enfin moi si j'étais dans les stratèges du Parti démocrate, je ferais un communiqué en disant nous ne souhaitons pas nous souhaitons toutes nous dissocier complètement de Dick Cheney et non, pire que ça, c'est-à-dire que maintenant cette fois-ci c'est très bien, c'est la preuve que l'arc il existe bien un arc républicain, pour reprendre une expression qui a été en vogue à propos de la situation française. Il existe bien un arc républicain dont Trump est exclu et donc Dick Cheney fait partie. Donc vous avez quand même un criminel de guerre comme Dick Cheney, ça suit d'ailleurs la réhabilitation de son ancien patron George W. Bush, quand même le président le plus désastreux des États-Unis avant Joe Biden, et là-dessus c'est le ralliement de Dick Cheney et le fait que la campagne de Kamala Harris en plus le revendique est quelque chose d'extrêmement totalement étonnant, qui précisément justifie pourquoi maintenant il y a des gens comme Brett Weinstein qui campagnent activement en faveur de Trump. Non, mais puis surtout, ça démontre quand même qu'ils ont qu'ils sont parfaitement hors sol. Il faut quand même être fou pour confirmer ainsi ce qu'ils appellent une théorie du complot, c'est-à-dire l'état profond, quoi. C'est extraordinaire. Ah oui, ça c'est clair. Ah ben voilà, là il y a une vignette sur Twitter. Oui, 200 collaborateurs du président Bush, de John McCain et Mitt Romney rejoignent la campagne de Kamala Harris, mais ils sont fous. Oui, ils sont fous. C'est suicidaire. Parce que c'est quand même, il faut quand même se replacer dans le contexte de ce que c'était il y a quelque temps. On était dans des débats quand même furieux entre les deux branches du parti unique, notamment sur effectivement la guerre mondiale, la guerre globale contre le terrorisme. Obama avait quand même fait campagne. Je rappelle le succès d'Obama en 2008, c'était mettre un terme aux guerres de Bush et fermer Guantanamo Bay. Donc maintenant, il n'a fait ni l'un ni l'autre. Hein. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Maintenant que vous ayez le Parti démocrate qui revendique activement le soutien de Dick Cheney comme la preuve qu'il existe un arc républicain, les bras vous en tombent. Donc c'est effectivement cet aveu que il existe bien non seulement un État profond mais un parti unique.
Nous sommes dans l'uniparti. Donc ça, parce que je me souviens en 2004, lors de la campagne de réélection de George Bush, George W. Bush, mais les démocrates traitaient Dick Cheney, mais ouais, presque aussi pire qu'ils traitent Trump maintenant, de nazi, de fasciste, de raciste, etc. Et 20 ans après, ils sont fous. Il faut s'attendre en même temps, effectivement, maintenant. Il y a d'autres personnalités en même temps dans la foulée de Cheney. Alberto González aussi vient d'afficher son soutien. Monsieur Torture. Monsieur Torture. Donc, en fait, alors, Alberto, pour nos auditeurs, Alberto González, c'était le ministre de la Justice de George W. Bush qui avait développé l'argument légalisant la torture. Exactement, avec l'aide d'un conseiller, John Woo, si mes souvenirs sont bons, qui était, alors c'est là qu'en même temps de Washington était un endroit tout à fait extraordinaire. Lorsque j'étais à la conférence sur la National Conservatism en début juillet, le fameux conseiller d'Alberto González, qui avait écrit le fameux mémo sur la torture, s'exprimait sans que personne lui rappelle quand même ce petit élément un peu dérangeant quand même de son passé. C'est juste du délire. Oui. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi ce qu'est le government shutdown ou la fermeture du gouvernement? Pourquoi est-ce que régulièrement on voit aux États-Unis des menaces de fermeture de gouvernement? Et quelles seraient peut-être les conséquences d'une fermeture qui semble devoir avoir lieu? Non, je pense qu'il y aura pas de government shutdown et surtout pas dans un contexte d'élection présidentielle. Il faut savoir, c'est que le government shutdown, je sais plus combien de fois ça s'est produit en fait. En fait, les négociations sur le government shutdown, c'est quelque chose qui remonte aux années 60. Ça revient, c'est comme un vieux marronnier de la vie politique américaine tous les 6 mois. Mais pourquoi ça arrive en fait Pourquoi ça arrive? En fait, ça arrive en raison de l'état absolument abyssal de la dette américaine, à tel point que vous êtes au courant de la debt clock qui indique en temps réel quel est le montant de la dette américaine. Et d'ailleurs, la debt clock, c'est intéressant, elle ne comprend même pas toutes les dépenses non provisionnées, et notamment celles de l'assurance maladie qui existent. Donc en fait, on aurait une dette maintenant américaine qui serait à peu près il faudrait que je regarde les derniers chiffres, mais dépenses provisionnées, on a atteint au moins les 35 trillions de dollars, billions. Et non provisionné, on serait dans les 200 billions. Il faudrait que je vérifie, mais enfin bon, c'est donc chaque 6 mois à peu près, on a une crise sur le gouvernement shutdown qui est une façon en fait de repousser chaque fois de dire bon. Il repousse le plafond de la dette, c'est ça, ouais. On repousse le plafond de la dette. Donc en fait, pour essayer de bien expliquer ça aux auditeurs français qui sont pas forcément au courant, en fait, ça veut dire que contrairement en France, où toutes les années nous on a mois de juin, juillet, un collectif budgétaire où là les comptes sont mis à plat et où l'Assemblée nationale se met d'accord pour des crédits supplémentaires si besoin est, pour que l'État puisse faire face à ses engagements jusqu'à la fin de l'année. Ça n'existe pas aux États-Unis, et donc à chaque fois que le plafond de la dette est dépassé, ils sont obligés de négocier une augmentation. C'est ça? Si, alors quand même, il y a l'équivalent d'une loi de finances. Enfin, en tout cas, il y a l'équivalent d'un budget de l'État qui existe. Ouais, mais il n'y a pas de collectif budgétaire. Mais il n'y a pas de collectif budgétaire. C'est une décision. Enfin, chaque année, il y a une saison en même temps, comme ça, comme en France, lors de laquelle on discute du budget de l'administration fédérale. Mais la question du plafond de la dette, est différente. C'est-à-dire qu'à un moment, on atteint ce plafond de la dette et en vertu de laquelle, s'il n'y a pas d'accord au Congrès, le gouvernement ferme, puisque il n'y
n'y a pas d'accord sur le budget de fonctionnement actuel du gouvernement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un budget qui est voté, mais si en même temps ce plafond de la dette est atteint, il faut prendre une décision et à chaque fois la menace fait planer la menace d'une fermeture du gouvernement. Il y a eu un certain nombre de fermetures du gouvernement, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de rester chez eux. Et d'ailleurs, c'est comme pour les grèves en France. Ensuite, dans les négociations, en fait, pour mettre un terme à la fermeture du gouvernement, on vote toujours en fait de repayer les arriérés de salaire en fait, des fonctionnaires. Ça dure jamais très longtemps, donc c'est assez indolore. Et il y en a eu un qui s'est passé sous Clinton, entre la victoire des républicains au midterm en 1994 et l'élection présidentielle de 96, lorsque Newt Gingrich était un président de la Chambre des représentants, était speaker de la Chambre des représentants, et ça avait donc il y avait un government shutdown qui avait dû durer à peu près 2 ou 3 semaines, et ça avait désavantagé ensuite les républicains dans le cadre de la campagne de 1996. Il y en a eu un certain nombre plus courts, notamment lorsque je me suis installé dans ma maison actuelle en 2013. Nous étions en plein milieu d'un gouvernement shutdown, donc tous mes voisins qui sont tous quasiment tous des fonctionnaires d'administration fédérale étaient à la maison à pas savoir quoi faire. Ça arrive, mais ça dure pas longtemps. On trouve toujours un accord. Le dernier accord qui avait été trouvé, quand même, avait entraîné le départ de Kevin McCarthy comme speaker de la Chambre, puisque une partie des républicains refusait en fait les termes de l'accord qui a été entériné par la représentation républicaine et les démocrates au Congrès. Donc ça avait fini quand même par coûter son poste à Kevin McCarthy. Et on est dans ce cas. Alors là, ce qui est intéressant et ce qui se passe dans ce nouveau government shutdown, c'est que les républicains au Congrès ont passé une proposition de loi. C'est une proposition de loi dont on dit c'est stopgap en fait pour empêcher le gouvernement de shutdown, en demandant aux démocrates d'accepter de vérifier en fait les certificats de nationalité, la nationalité des gens qui s'inscrivent sur les listes électorales, de façon à éviter en fait l'afflux massif de sans-papiers, de non-nationaux sur les listes électorales entre maintenant et novembre. Et on sait très bien que c'est un des grands chevaux de bataille des démocrates que de naturaliser les 11 à 15 millions de sans-papiers qui sont sur le territoire américain, afin que ceux-ci puissent voter aux élections. Alors il y a un expédient encore mieux, c'est carrément de ne pas vérifier la nationalité des gens qui s'inscrivent sur les listes électorales, et puis de gonfler ainsi artificiellement les listes électorales. Imaginez quand même si... En Arizona, par exemple, ils s'amusent à inscrire automatiquement sur les listes électorales les gens qui obtiennent un permis de conduire. Mais un permis de conduire, c'est une preuve de nationalité, quoi. Oui, sachant en même temps qu'on donne des permis de conduire, même, en fait, un clandestin ne devrait pas pouvoir obtenir un permis de conduire. Et ils leur donnent systématiquement, hein. Et on les donne systématiquement, et ensuite on inscrit systématiquement sur les listes électorales les gens qui obtiennent un permis de conduire. Alors c'est d'ailleurs, on dit que c'est ce qui a fait que la Californie est devenue irrémédiablement démocrate, puisque la Californie est l'État qui a eu l'afflux le plus massif en fait de sans-papiers. Or la Californie utilise ces méthodes d'enregistrement sur les listes électorales de gens qui, sur la simple présentation d'un permis de conduire, voire moins. Donc quand on voit l'état de cet État, sans tautologie, effectivement. Hein, parce que la Californie, c'est une catastrophe aussi, aujourd'hui. Hein.
Ah oui, la Californie, c'est vraiment un État, c'est un État en complète déconfiture. C'est vraiment les tableaux sont assez dantesques en fait de l'état des rues en Californie. Enfin, c'est complètement, oui. Là, c'est vraiment un cauchemar dystopique, ce qui est en train de se passer en Californie. Donc voilà en gros les tenants et les aboutissants du débat sur le nouveau gouvernement de shutdown. Moi, je pense que on finira par malheureusement sans doute avoir les républicains qui renoncent au profit d'un expédient. Jusqu'il y a peu, la question centrale, c'était quand même de décaisser des fonds pour l'Ukraine. Bon, là, on se rapproche de l'élection. On verra si surtout, on se rapproche de la défaite ukrainienne. Et on se rapproche de la défaite ukrainienne. Donc, on verra quand même si les républicains arrivent à tenir sur leur demande en fait de sécuriser en fait l'inscription sur la liste électorale. J'ai assez peu d'espoir, malheureusement. Ok. C'est bon, on a fait le tour de tout ou... Ouais, je pense oui, peut-être. En même temps, alors si quand même, je pense que ça me paraît être assez important. J'en ai parlé sur Toxin il n'y a pas très longtemps, quand même sur ce qui risque de nous attendre quand même en novembre. Et là-dessus, moi je pense qu'on va se retrouver avec une situation, semble-t-il, d'une victoire de Trump dans le collège électoral, parce que bon, je pense que là on a quand même une tentative on va assister à des tentatives de bourrer les urnes. Notamment effectivement en faisant voter les non nationaux, mais aussi les techniques utilisées en 2020 sur le ballot harvesting, etc. Et puis quand même le fait que maintenant là le vote là ça commence cette semaine dans la plupart des États. C'est pas une journée de vote comme en France. C'est une saison. Une saison électorale maintenant, ça dure 55 jours. Donc on va quand même voir, je pense, simplifier les techniques de bourrage des urnes qui ont été mises au point. Il faut savoir quand même que c'est un vieux truc, le bourrage des urnes aux États-Unis, à tel point que il y a un slogan qui Vote early and often, qui date du 19e siècle. Donc comment? Vote early and often. Voter tôt et souvent. C'est ça, voter tôt et souvent, c'est ça. Ouais. J'ai même appris qu'en fait le jour de la mort d'Edgar Allan Poe, en fait, on l'avait promené de bureau de vote en bureau de vote pour voter plusieurs fois. Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc donc la fraude électorale, c'est vraiment quand même c'est une vieille tradition américaine, ouais. C'est une tradition américaine, même point que la tarte aux pommes, comme dit l'expression américaine. Voilà, les achats de vote aussi, c'est très ça, ils sont très forts pour ça. Également. Les achats de vote, c'est aussi pas mal. Bon, donc je pense qu'on va voir s'amplifier toute cette nouvelle gamme en fait de techniques de bourrage des urnes, mais ça a une limite. C'est-à-dire que si Trump a une avance vraiment très importante dans les 7 États clés ou dans la plupart des 7 États clés, ça c'est quand même limité l'effet du bourrage des urnes. Donc ce qui risque de se passer, c'est une victoire de Trump dans le collège des grands électeurs. Et puis peut-être une victoire de Kamala dans le vote populaire, parce qu'il là encore une fois le vote populaire fait que le vote des étrangers en situation des non nationaux dans un État comme la Californie fait que explique pourquoi. Vous avez constamment le Parti démocrate qui est victorieux dans le vote populaire. Donc je pense que, et là ça a été annoncé par une déclaration d'un des soutiens d'une espèce de plumitif en fait du parti unique qui officie sur NBC sur MSNBC, qui s'appelle Lawrence O'Donnell, qui disait oula,
Il est temps. Il est encore là, ouais. Et O'Donnell récemment suggérait que il faudrait, alors bon, d'abord dans des propos assez critiques en même temps sur la Cour suprême, et suggérer qu'il serait temps quand même de mettre fin à cette vieille institution esclavagiste, pour reprendre ces termes, du collège des grands électeurs. Donc moi, ce que je pense qu'il risque de se passer, c'est que vous allez avoir le Parti démocrate qui refuse qui refuse d'accepter en fait l'issue du vote, qui donne une victoire nette à Trump dans le collège des grands électeurs, pour dire non, on n'accepte plus le collège des grands électeurs. C'est maintenant ce qui on pourra les traiter de négationnistes électoraux. Exactement. Ce qui doit compter maintenant, c'est le vote populaire. Et à tel point quand même que si on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il existait une espèce d'officine qui s'appelait le Transition Integrity Project, qui était un projet qui avait été mis sur place avant la primaire avant l'élection de 2020, un projet dans lequel on retrouvait quand même tous les pires personnages du blob de l'establishment washingtonien. On y retrouvait Donna Brazile, qui est ancienne présidente du Parti démocrate, celle qui avait truqué les élections en 2007, les primaires en 2016, et qui avait dû démissionner pour ça, après, qui est d'ailleurs maintenant consultante sur ABC. On y retrouvait Michael Steele, alors là, qui était un ancien dirigeant en fait du Parti républicain, mais aussi on y retrouvait William Kristol, Bill Kristol, oui. Bill Kristol, donc l'intellectuel néoconservateur, probablement la seule personne à être plus belliciste que Bernard-Henri Lévy sur la Terre. Et puis on y retrouvait aussi des gens comme David French, Fromm, enfin bon, vraiment les pires personnages de l'establishment washingtonien. Et je parie que ces gens-là se sont encore amusés à faire un War Games, non? Oui, exactement. Ils ont fait une simulation. Ils ont fait une simulation précisément qui portait sur une victoire de Trump dans le collège des grands électeurs et une victoire de Biden dans le vote populaire. Et dans la simulation, et c'était ça qui était intéressant, c'était John Podesta, en fait, l'ancien conseiller d'Hillary Clinton lors de la campagne de 2016, qui tenait le rôle de Biden. Et Podesta encourageait un certain nombre d'États de l'Ouest, notamment la Californie, l'Oregon et l'État de Washington, à faire sécession. De manière à forcer la représentation républicaine au Congrès d'accepter de mettre un terme en fait au collège des grands électeurs pour consacrer le vote populaire. Mais pour ça, il faut réviser la Constitution. Ben oui, mais c'est bien pour ça que l'histoire, la sécession est l'argument qui était invoqué pour faire liquider sécession dit guerre. Exactement. Donc là, on est quand même dans des. Je vois mal, comment dire. Je vois très mal. Je suis désolé de vous interrompre, mais je vois très mal les gardes nationales de Californie, de l'Oregon se retourner contre l'armée américaine, quoi. C'est un scénario extrêmement difficile, mais encore une fois, on voit que maintenant, vous avez ces espèces de. Enfin, il faut quand même comprendre en même temps que je crois que on fait face, en fait, la principale ligne de fracture politique qui existe maintenant, c'est entre les gens qui habitent dans le pays réel et qui sont capables de mesurer les conséquences, en fait, d'une décision, d'une posture, et ce que j'appellerais la classe des virtuels, qui vivent dans un monde où les actes n'ont pas de conséquences. Dans un monde fait de signaux électroniques, etc. Et on voit très bien que pourquoi est-ce que ces gens sont aussi négligents avec des choses comme la menace d'une guerre thermonucléaire, comme la menace d'une guerre civile. C'est que ils sont, c'est même ce qui les caractérise. C'est l'absence, c'est pas l'incapacité, c'est même l'absence
de volonté en fait de mesurer les conséquences, que les actes ont des conséquences. Et je pense qu'on est vraiment dans cet état de fait où vous avez des gens c'est la construction de la tour de Babel, des gens qui pensent qu'on peut s'affranchir de toutes les lois physiques. C'est ce qui les rend extrêmement dangereux. C'est ce qui rend la situation dans laquelle on est extrêmement périlleuse. On voit quand même que, alors que on n'a pas de président, vous avez, on ne sait pas qui occupe en fait, qui prend les décisions à la Maison Blanche. Vous avez quand même une décision aussi grave que celle d'autoriser de l'Ukraine à utiliser des missiles de longue portée. Et moi, je pense que tout est possible. Donc, la situation dans laquelle on risque de se retrouver après le scrutin de novembre risque d'être une situation qui ouvre une nouvelle séquence qui va durer des mois, voire des années, avec des possibilités d'affrontements violents. Puisque mais ces gens, les virtuels, on les a aussi en France. C'est tous les mêmes. Cette espèce de caste globalisée, on va dire. Mais ces gens, le jour où ça part, mais ils vont être cul par-dessus tête. On est bien d'accord, ils tiendront pas le coup. D'une déjà parce qu'ils sont minoritaires, même très minoritaires au sein de la population. Et puis surtout parce que, excusez-moi, mais enfin, moi je veux bien le woke de base confronté à des paysans en colère avec des fourches. On sait très bien en France que ça donnait en 1789, quoi. Oui. Donc c'est en fait ces gens ont déjà perdu, non? Ils ont déjà perdu. Ces gens ont déjà perdu, mais en l'occurrence, moi, il faut quand même se préparer et c'est un petit peu d'ailleurs ce que disait dans une interview récente l'auteur de BD Scott Adams, qui était le créateur du comic strip Dilbert, disait sa prévision. Il était interviewé par Ann Coulter. On peut dire ce qu'on veut d'Ann Coulter, mais elle lui disait, mais que croyez-vous? Alors, faut savoir que Scott Adams, c'était un type un petit peu comme Bret Weinstein, qui a toute sa vie été démocrate, et en fait, il a été annulé après avoir dit que il aurait fallu peut-être que l'establishment démocrate fasse un effort d'introspection pour comprendre en fait les raisons de la victoire de Trump et un effort d'introspection et d'humilité. Et Coulter lui demandait, lui dit, que croyez-vous qu'il va se passer en novembre? Aucun des deux partis ne vont accepter le résultat. Et donc, on est dans cette situation. Alors la différence entre ce qui se passe avec Trump, mais qui serait tout à fait bien fondé, puisque si là il est alors je le répète encore une fois, il est matériellement impossible que les démocrates remportent cette élection. Matériellement. Et si les démocrates remportent cette élection, ça ne peut être que le produit d'un bourrage géant. Là-dessus, je suis formel. Je suis prêt vraiment, je le soutiendrai jusqu'à la fin. Donc, il est matériellement impossible que les démocrates que Kamala Harris remporte cette élection. Donc Trump serait bien fondé à le faire, mais Trump n'a pas les manettes de l'État profond. En revanche, de l'autre côté, vous avez des gens qui sont au contrôle. Qui possèdent toutes les manettes. Oui, mais on est bien d'accord, mais ces gens qui possèdent toutes les manettes, s'ils donnent un ordre et que l'armée refuse d'obéir, parce que on a bien vu ce qui s'est passé durant la Covid, etc. C'est pas unanime. Donc l'armée refuse d'obéir, la police refuse d'obéir. C'est par exemple, c'est la grande hantise de Macron, quoi. C'est que les flics arrêtent d'obéir, quoi. Et ça peut arriver aux États-Unis. Puis de toute manière, même confronté à une révolte populaire, qui là sera pour le coup une vraie insurrection, puisqu'il risque effectivement pour le coup d'avoir des hommes en armes dans Washington. Si vous aimez mieux, les démocrates le woke démocrate progressiste urbain, le bobo, on va dire, urbain, confronté aux fermiers, ou à l'ouvrier américain de base, il va tenir combien de temps?
Mais Ouais. au-delà de spéculer là-dessus, c'est surtout pas souhaitable. C'est clair, oui. Non, mais c'est pas, oui, tout à fait, oui. Mais donc en fait, de toute manière, et donc si c'est pas souhaitable, le blob, comme on dit, qui malgré tout a, qu'on le veuille ou non, son seul objectif, c'est de survivre et de continuer à croître. Hein. On est bien d'accord, c'est un blob. Hein. Se rendant, même si Trump gagne, hein, se rendant compte que Trump a gagné de toute manière, que si ça part, mais à l'Ouest, eh bien c'est lui qui va ramasser, il ramassera comme tout le monde. Ne va-t-il pas justement s'ingénier à faire la peau à cette classe virtuelle? De toute façon, je préfère ne même pas envisager ce qui risque de se passer si l'establishment démocrate refuse la victoire de Trump. Le cas contraire fait que finalement, quels moyens aurait Donald Trump en fait de ne pas répliquer, en fait, de pas simplement finir par accepter. C'est-à-dire que la force d'inertie des institutions va faire que si les démocrates remportent l'élection, que Trump conteste l'élection, on finira par avoir une accalmie avec une énorme colère sourde. Dans le cas contraire, c'est l'emballement. Renaud Beauchard, merci beaucoup.